Il est 20h dans tout le Bénin, mesdames, messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi 24 août 2023, la réunion de l'Organisation des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest, une rencontre en prélude au congrès constitutif pour la création d'une nouvelle organisation syndicale régionale. Le point, c'est dans cette édition. Dans un contexte de crise sécuritaire et de catastrophe naturelle, que faire pour une rentrée scolaire 2023-2024 réussie? Il a fallu 2 jours au Conseil national de l'éducation pour trouver les axes sur lesquels s'appuyer. Le point dans quelques instants. Et puis, les phases qualificatives des championnats nationaux de tennis de table ont démarré ce jeudi. Qui seront les nouveaux champions de l'année 2023? Le point de la cérémonie d'ouverture dans la page sport de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. La situation sociopolitique au Niger reste toujours au cœur des discussions. Les avis et opinions se font toujours multiples sur le sujet. Comment faire pour une paisible sortie de crise? La question a intéressé Jérôme Rungbo et Igor Ayoso. Ils ont tendu leur micro à un expert en question d'intégration. L'analyste politique propose 5 pistes de solutions. Suivons plutôt. Premièrement, il faut que la transition soit de courte durée. Deuxièmement, il faut faire le listing des problèmes du pays qui ont servi de prétexte pour cette intervention militaire. Parce que quand j'ai suivi plusieurs fois les intellectuels du Niger, ils ont l'habitude de dire que le vrai problème n'est pas solutionné. Et c'est pourquoi il y a eu plusieurs fois de coups d'État. Ça fait pratiquement 5e ou 6e cas que nous connaissons là. Et donc, pour cette fois-ci, il faut s'arrêter une fois pour de bon, que les forces vives, les acteurs importants puissent s'asseoir et faire la liste de tous les problèmes. Troisièmement, il faut envisager maintenant les solutions. Il faut envisager les solutions. Alors, si une solution passe par la révision de la Constitution, il faut maintenant aller vers la révision de la Constitution. Maintenant, s'il y a des solutions qu'on peut avoir sans aller vers la révision de la Constitution, donc on les adopte. Et cela va constituer le contenu de la feuille de route à confier à un régime de transition. Est-ce que c'est le président de l'Assemblée? Si mes souvenirs sont bons, au Niger, c'est le président de l'Assemblée qui prend quand il y a vacance du pouvoir. Donc, je pense qu'il faut travailler dans ce sens pour que celui-là puisse prendre le temps de mettre en œuvre ce que la feuille de route recommande pendant la période qui reste, le temps de préparer les élections. Donc, on sait que lui, là, pendant la transition, il règle ses problèmes. Mais lui ne va pas se présenter aux élections à venir. Non, sinon il va biaiser le jeu. Comme ça, il organise les élections et il transmet le pouvoir à un civil. Voilà comment moi, j'entrevois le retour à l'ordre constitutionnel. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez tel que le bouclier est levé, tel que la fibre patriotique est fouettée au peuple et les gens sont vraiment survoltés dans le pays, ce serait difficile pour le président Bazoum de revenir s'asseoir dans le fauteuil et de dire qu'il veut diriger ces putschistes-là. Ce ne serait pas facile. Et quatrièmement, il faut amnistier les putschistes. Parce que si on ne leur dit pas ça aussi, ils ne vont pas lâcher. Donnez-leur la possibilité de savoir qu'ils seront amnistiés. On ne va pas les toucher. Mais est-ce que ça soit la dernière fois? Nous avons des communautés un peu partout. Et nous sommes des peuples. Il y a une imbrication terrible. Il y a une forte communauté de Béninois au Niger, une forte communauté de Béninois au Mali, une forte communauté de Béninois au Burkina Faso. Pareil, les autres pays aussi ont des communautés ici. Alors, si les peuples perçoivent l'approche militaire comme étant une invasion, imaginez les conséquences que ça peut avoir sur la sous-région. Je pense que la position du président Talon est une position de principe. Et ça, il faut saluer son audace. Il l'a fait, il a dit. Message empreint de sagesse de Aimé Césaire qui dit qu'il faut adopter la position de la lucidité dans la révolte. Nous sommes fâchés, nous avons des mécontentements, nous avons des frustrations. Cependant, ce n'est pas pour ça que nous allons jeter l'eau du bain avec le bébé. Ce n'est pas pour ça que nous allons décrier la gestion d'un borgne au point de nous confier à un aveugle.
Et dans cette actualité du Niger, le chef de la diplomatie algérienne a entamé depuis ce mercredi 23 août une tournée en Afrique de l'Ouest pour discuter d'une solution politique et pacifique à la crise. Le ministre algérien des Affaires étrangères s'est rendu au Nigeria hier mercredi, une première étape de cette tournée qui le mènera aussi au Bénin et au Ghana pour tenter de faire écarter l'option militaire, parlant justement d'intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Cette éventuelle procédure vis-à-vis du Niger n'est pas une première au sein de la CEDEAO. La démarche a déjà été appliquée plusieurs fois en Afrique. Ghislain Poguet revient ici sur les faits. C'est au Libéria, en août 1990, que la CEDEAO actionne pour la première fois sa force d'intervention ECOMOG. Déployée dans le pays en pleine guerre civile, elle parvient à ramener la paix 7 ans plus tard. En 2003, ces soldats sont de nouveau envoyés à Monrovia pour faire face aux rebelles. La mission dans la capitale est un succès, mais incapable de s'imposer sur tout le territoire, la CEDEAO transfère son contingent à l'ONU. La guerre civile ravage aussi la Sierra Leone voisine, où la CEDEAO redéploie dès mai 1997 ses soldats désengagés du Libéria. Là aussi, pour tenter de mettre fin à la guerre civile en cours depuis 6 ans, l'ECOMOG chasse la junte au pouvoir et rétablit le président Ahmad Kaba au pouvoir, avant de céder la place à l'ONU un an plus tard. En février 1999, c'est au tour de la Guinée-Bissau de faire face à une rébellion sanglante. 600 soldats de l'ECOMOG tentent de ramener la paix, mais la force échoue. La violence reprend, les rebelles reprennent le pouvoir. La CEDEAO intervient encore en 2012, pendant 8 ans, après un nouveau coup de force, puis en 2022, après une autre tentative de putsch. Lorsque la guerre civile embrase la Côte d'Ivoire et scinde le pays en deux, la CEDEAO y déploie 1300 hommes en avril 2013, tout en appelant l'ONU à agir. L'année d'après, ces hommes intègrent l'ONUCI, l'opération onusienne qui s'achève en 2017. En janvier 2013, lorsque le nord du Mali tombe sous la coupe des djihadistes, la CEDEAO envoie ses soldats pour aider Bamako à reprendre le contrôle. Formée par la CEDEAO, la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali, regroupe jusqu'à 6300 hommes, y compris le Tchad, pays non membre de la CEDEAO. La MISMA sera rapidement enrobée par la MINUSMA, la mission onusienne de stabilisation du Mali. La dernière opération connue à ce jour a lieu en Gambie en 2017 pour appeler le président sortant Yahya Jammeh à laisser le pouvoir au vainqueur de la présidentielle Adama Barrow. L'opération Restaurer la démocratie sera une mission éclair. Après quelques heures à peine, elle sera suspendue au terme d'une nouvelle négociation. Yahya Jammeh abdique et part en exil. Dans un tout autre registre à présent, une nouvelle organisation syndicale sous-régionale va bientôt voir le jour avec comme lieu de naissance Cotonou. Un congrès constitutif de l'Organisation des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest doit consacrer sa création. Mais avant, les membres de cette organisation ont tenu ce jeudi une rencontre. Le point avec Christelle Tongodo et Brice Chibozo. C'est une rencontre historique pour toutes les organisations syndicales des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest. Après plusieurs années de concertation, l'Union des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest verra enfin le jour pour, au dit des confédérations syndicales, fédérer les énergies. Alors on a fait une déclaration de Bobo en 1998. Après, on aura fait une autre déclaration en 2013. Où des syndicats venus des pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment francophones, Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger, Burkina, Togo et autres, étaient ici. Où nous avons fait encore une déclaration montrant notre volonté de nous mettre ensemble. La nouvelle union à créer devra combler plusieurs attentes. Oui, votre organisation doit être anti-impérialiste et doit relever de grands défis. Le premier, qui est de mettre fin à la domination impérialiste, néocolonialiste, qui pille nos ressources au profit des monopoles impérialistes étrangers. Le deuxième, lutter pour de meilleures conditions de vie et de travail des travailleurs de toute la sous-région. Le troisième, développer la solidarité agissante de lutte et de combat. Plusieurs organisations de travailleurs de la sous-région prennent part à ces assises. Le congrès, qui va consacrer la création de cette nouvelle organisation, est prévu pour ce vendredi 25 août.
Et en bref, si vous vous baignez dans les cours d'eau ou les traversées, si vous effectuez les transports fluviaux nocturnes, il va falloir les éviter. Plusieurs communes traversées par des fleuves sont susceptibles de débordement lors des prochaines pluies et sont classées zone rouge. Il s'agit de Zanyanado, Adjoron, Bono, Malanville et Karimama. Le ministère de l'Intérieur alerte et recommande à ces populations d'évacuer leur domicile et surtout de chercher refuge dans des endroits plus sûrs. Des centres d'hébergement temporaires sont aménagés pour accueillir les éventuels sans-abri. Les enjeux liés à la promotion de la femme et au leadership féminin étaient ce matin au cœur d'échanges entre la vice-présidente de la République et le directoire de l'Institut national de la femme. Une audience à Mariam Chabi Talata succédée par la visite d'une délégation de la Maison de la Société civile. Ceux-ci y sont allés pour présenter les résultats de mise en œuvre du projet des services sociaux de base de qualité. Le point de leurs échanges au micro de Jean Nobima, Innocentia Loco et Ulvaïus Balogun. Il était important pour nous de venir vers la vice-présidente de la République pour discuter d'un certain nombre de sujets que nous avons en commun. La question de la promotion du leadership féminin, la question de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Il y a un sujet particulier pour lequel nous tenions également à féliciter Madame la vice-présidente de la République. C'est l'initiative qu'elle a prise, cette grande innovation dont elle est l'auteur, qui est ce projet de mettre en place un ordre du mérite féminin. C'est une première. J'ai partagé avec elle la certitude, la conviction de l'Institut national de la femme de ce qu'il y a dans nos valeurs endogènes, il y a dans nos préceptes, il y a dans nos traditions des ingrédients qui promeuvent les droits des femmes et sur lesquels nous pouvons également nous appuyer pour faire la promotion du leadership féminin. Nous, organisations de la société civile, sommes venus rencontrer la vice-présidente pour lui porter les préoccupations des communautés à la base. C'est dans le cadre d'une campagne que nous avons lancée, la campagne pour des services sociaux de base de qualité. Nous avons parlé des problèmes cruciaux dans le secteur de l'éducation, par exemple, dans le secteur de la santé, tout comme dans le secteur de l'état civil, où les problèmes se posent entre les communautés, la NIP à la base et les communes. Dans le secteur de l'eau aussi, où il y a des problèmes pour la réparation des ouvrages. De cette rencontre, nous avons obtenu une satisfaction puisque elle nous a écoutés, elle a reconnu les problèmes dont nous avons parlé et elle a promis faire le compte-rendu fidèle au chef de l'État qui pourra prendre les dispositions pour que ces problèmes-là soient résolus dans les différents secteurs. Les agents de la police républicaine du Septentrion sont en formation à Parakou. Les travaux sont axés sur l'alimentation et l'exploitation de la base de données relative au système d'information policière d'Afrique de l'Ouest. La formation est initiée par le Centre de documentation et de sécurité publique, Silver Savi, Alexis Assogba. Pendant 5 jours, 60 agents de la police républicaine seront outillés sur les techniques pour renseigner et exploiter les bases de données du Centre de documentation et de sécurité publique CDSP CIPAO. Vous connaissez la situation que nous vivons dans cette partie de notre pays. Et il n'est pas question que des gens, des personnes sans foi ni loi puissent passer dans nos unités de police sans que ces personnes ne soient signalisées. Toute personne interpellée désormais dans vos unités doit forcément faire l'objet d'une signalisation. Je crois que cet engagement, à l'issue de cette formation, doit être l'engagement de chacun de vous. La signalisation de toute personne ayant affaire à la justice est systématique et va contribuer à mieux sécuriser les populations. La situation sécuritaire dans les départements du Nord est aujourd'hui très sensible du fait du terrorisme. Et lorsque vous serez aguerris dans la collecte, dans l'enregistrement des données, c'est que vous pourrez facilement fichier, c'est hors la loi et ça pourra nous permettre de prendre des dispositions pour lutter contre la criminalité. Nous sommes regardants désormais au niveau de la chaîne pénale
en ce que les données que vous allez introduire au niveau de ce système, ces données soient utilisées à bon escient. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la relance des activités du CIPAO, suivant les nouvelles orientations du gouvernement, puisque étant un dispositif nécessaire et stratégique pour la police judiciaire. La carte de presse, ce document attribué à tout journaliste professionnel, est aujourd'hui en débat. Ailleurs, si ce document est reconnu comme très avantageux pour les journalistes, ceux du Bénin continuent de s'interroger sur son utilité. La question a été au cœur d'une conférence de presse animée à la Maison des médias. Marcel Arrossi et Alexis Segbemon nous livrent des propos recueillis au sortir de cette conférence de presse. Je voudrais vous rappeler que les avantages liés à la détention de la carte de presse ne sont pas une innovation au Bénin. Nous avons estimé qu'il est grand temps que la carte de presse cesse d'être une pacotille dans les portefeuilles des professionnels des médias, mais qu'elle soit utile pour le détenteur sous tous les aspects qui figurent dans les différents tests qui l'encadrent. Tous ceux qui ont des préoccupations dans la République s'adressent aux médias. Ce qui veut dire que la presse est au service de la République et elle est transversale. Et si la presse est au service de la République, pourquoi les acteurs de la presse ne peuvent pas parler de leurs problèmes aussi? Nous avons trouvé que c'est important et utile d'engager des débats pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur ce que il faut un regard bienveillant vis-à-vis des acteurs des médias. Et c'est tout le fondement de notre lutte. Ce n'est pas autre chose. C'est un combat collégial. C'est le combat du comité de facilitation de la carte de presse, mais c'est aussi le combat aussi des associations fêtières. Quelle feuille de route pour la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024 dans un contexte de crise sécuritaire et de catastrophes naturelles? Pour la définir, le Conseil national de l'éducation s'est réuni à Cotonou les 22 et 23 août dernier, un séminaire de préparation qui a accouché de plusieurs recommandations pour un système éducatif performant et résilient. Les précisions avec Petroni Lokosu et Ulvaïs Balogo. La résilience du système éducatif face aux situations d'urgence est la thématique qui réunit ces cadres étatiques et non étatiques en charge du secteur de l'éducation au Bénin. Durant 48 heures, ils ont fait le point de la mise en œuvre de la feuille de route de l'année scolaire écoulée. Ce rapport indique la mise en œuvre effective de 45,5% des activités de la feuille de route issue du précédent séminaire, 34,1% étant en cours et 20,4 non réalisés. Et pour mieux faire, ce séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024 vient à point nommé avec des recommandations précises. Inscrit dans l'ordre du jour des CODIR des ministères en charge de l'éducation, le point de mise en œuvre de la feuille de route et des recommandations du séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024. Réaliser la cartographie des risques, menaces dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Poursuivre et achever la cartographie des risques en cours d'élaboration au MES-TFP. Mettre en place un programme d'éducation en situation de crise ou urgence adapté à chaque région. Répertorier les établissements publics des enfants à besoins spécifiques et évaluer leurs besoins en personnel et en matériel et mettre en place le dispositif approprié et adéquat. En définitive, méthode et rigueur sont les exhortations pour construire un système éducatif performant et surtout résilient aux situations d'urgence. Et puis les prestations artistiques continuent de s'enchaîner sur la place de l'Amazone. C'est au tour de la musique traditionnelle à présent. Percussions, chants et danses ont encore égayé le public. L'égaiement était-il à la hauteur des performances précédentes sur de la musique moderne? Marcel Betoro et Daniel Adam ont fait le constat. Dans une ambiance de joie et de gaieté, les Béninois continuent de savourer de belles mélodies sur la place de l'Amazone. Je suis venue, je ne savais même pas qu'il y avait une animation, donc je suis venue pour me divertir. Comme c'est bien, ça, le rythme est bon, ça nous permet de nous évader.
Et je remercie aussi le gouvernement, comme c'est vraiment bien. C'est une bonne initiative. Si le gouvernement peut remettre ça à chaque fois, ça serait bien. Et pas que pour l'indépendance. Si on peut avoir ça pour d'autres événements, ça serait très bien. Vu qu'il y a aussi l'Amazon ici, c'est très bien. La jeunesse est plus présente et de voir un peu les artistes en tendance actuellement qui font bouger un peu. Bon, ça serait un peu plus cool que ça. Cette initiative du gouvernement à travers le ministère de la Culture vient à point nommé pour bon nombre de Béninois. C'est ce que nous voulons depuis des années, que nous avons aujourd'hui. Tout le monde est content, qui n'a pas besoin de distraction. Tout le monde a besoin de distraction. On voulait ça il y a très longtemps. On félicite le gouvernement pour l'initiative. Et pendant les vacances, certains choisissent de voyager et d'autres choisissent de rester. Et nous recevons également des visiteurs pendant les vacances qui choisissent le Bénin pour passer les vacances. Donc le gouvernement a décidé de mettre ce cadre à leur disposition pour faire des campings, des pique-niques. De la musique traditionnelle à la musique moderne, en passant par les danses et chorégraphies, la place de l'Amazone résonne aux couleurs de la culture béninoise. Mettons à présent le cap sur le hall des Halles Loisirs et Sports de Cotonou. Ce centre construit en 1973, qui sera bientôt rénové, sert pour l'instant aux pongistes de s'exprimer pour les championnats nationaux de tennis de table. Les phases qualificatives ont débuté ce jeudi 24 août. Objectif, désigner les nouveaux champions de l'année 2023. Retour sur les images de la cérémonie d'ouverture avec Blaise Adongbo et Petroni Lokoso. Malgré leur âge avancé, ils n'ont rien perdu de leur talent de pongiste, ces responsables présents à l'ouverture des championnats nationaux de tennis de table. Pour l'édition 2023, les athlètes de 22 clubs vont faire le spectacle. Au Bénin, les pongistes sont peut-être nombreux, mais ils sont souvent cachés, non licenciés. Et nous avons pour ambition d'inverser la tendance pour les faire sortir de l'informel. Les présents championnats nationaux sont l'un des moyens pour y parvenir, pour donner vie aux pratiquants cachés de ce sport, pour leur permettre de se dévoiler et de se mettre au grand jour. Au hall des Arts Loisirs et Sports de Cotonou, les premiers échanges de ballons débutés. Les matchs se poursuivent pour connaître les nouveaux maîtres du tennis de table. Les championnats nationaux de tennis de table viennent en tant qu'un événement sportif, évaluer les performances des athlètes afin de les préparer aux prochaines compétitions régionales et internationales. Aux arbitres que si la fête de tennis de table sera belle pendant ces 4 jours, tout dépendra d'eux. Plusieurs partenaires, dont l'ONG Handicap International, sont aux côtés de la Fédération béninoise de tennis de table. International intervient auprès des populations vulnérables et nous avons eu un échange avec la Fédération béninoise de tennis de table qui s'est intéressée aux personnes en situation de handicap qui constituent aussi une partie de nos cibles. Le centre QA chinois reste toujours avec la Fédération béninoise de tennis de table. On va travailler toujours main dans la main comme auparavant. Les hostilités des championnats nationaux de tennis de table sont lancées. La particularité cette année, c'est le match des athlètes handipongistes prévu pour la cérémonie de clôture. Des championnats qui démarrent alors que s'est achevé le tournoi communal d'Adjawere, une compétition qui a pris fin le week-end dernier à Ikpinley. Les précisions avec Firmin Bassao. Tournoi communal d'Adjawere, le suspense avant match. Deux équipes qui se sont plusieurs fois affrontées sur l'aire de jeu dans le cadre de ce tournoi, mais à la finale de ce samedi, les deux adversaires Itabola Renwa FC en bleu et Oganla FC en vert clair se sont montrés plus agressifs durant les 90 minutes de temps réglementaire. 0 but partout. Il a fallu la fatidique séance de tir au but pour que Itabola Renwa FC réussisse à imposer sa suprématie. Ça n'a pas du tout été facile, on a eu des occasions, mais il a fallu que la séance fatidique des tirs au but. Et vous savez que ça, c'est un jeu de chance. Donc Dieu était de notre côté et on a réussi. L'équipe Oganla FC Dologo, c'est
C'est la première fois qu'il a participé dans le TCA. Et grand merci à Dieu, et on a eu à aller en finale. Pour la 3e fois consécutive, le tournoi d'Adjawéré draine plus de monde avec à la clé des innovations. Un beau spectacle, vous avez constaté vous-même. La commune d'Adjawéré a toujours fourni des joueurs à l'équipe nationale, que ce soit au niveau des filles, que ce soit au niveau des hommes. C'est le moment peut-être pour nos dirigeants au haut sommet de penser à la commune d'Adjawéré. Il nous faut des installations sportives. La victoire, elle est pour Adjawéré. Donc il n'y a pas d'équipe vaincue, il n'y a pas d'équipe vainqueur. J'ai suivi un match. Dans le fair play, il n'y a pas eu assez de blessures, de bousculades. Et donc, je dis infiniment merci à la population d'Adjawéré. J'ose croire que la combativité, l'amitié, la fraternité et la passion étaient au rendez-vous. Ce n'est que l'engagement des joueurs et après tout le dynamisme qu'a mis le coach pour quand même mieux les orienter pour que vraiment on puisse avoir le score que nous avons aujourd'hui. Après le champion du tournoi, le meilleur gardien et le meilleur joueur ont également reçu chacun son trophée. Et on parle toujours football avec cette fois-ci la 2e édition de la Coupe d'Ifangny. Compétition démarrée avec 8 équipes au départ pour à l'arrivée seulement en avoir 2. Les échos de la finale avec Firme Bassao et Michel Egbe. L'équipe de Banigbe en vert et celle de Lagbe en couleur cendre, 2 équipes qui ont pu tirer leur épingle du jeu parmi les équipes au démarrage de la 2e édition de la Coupe d'Ifangny, démarrée le 15 juillet dernier. 2-1, c'est le score qui a sanctionné le match de cette finale en faveur de l'équipe de Banigbe. Je les félicite beaucoup parce que c'est la première fois qu'ils se qualifient en finale. Ils sont beaucoup à féliciter. Et je loue aussi la motivation qui est à leur côté. Ils sont tellement motivés. Si tout le monde dans la commune peut évoluer de ce sens, ce serait très bon. Aujourd'hui, c'est un défi qui vient encore d'être relevé. Il y a fait un mois que nous avons commencé cette aventure, depuis le 15 juillet, et aujourd'hui c'est l'apothéose. Et nous rendons grâce à Dieu que le tournoi s'est passé dans la paix, sans histoire, sans problème. Et aujourd'hui, on a fini avec le tournoi, avec la finale, où c'est l'équipe de Banigbe qui a remporté face à son homologue d'Ifangny. Je commence d'abord par remercier le président de l'Assemblée nationale, qui est le parrain de ce tournoi. Je salue le comité de l'organisation de ce tournoi. L'équipe de Banigbe a gagné, mais il n'y a pas d'enthousiasme. Lagbe n'a pas gagné, mais il y a le sourire aux lèvres. Tout simplement parce que l'équipe de Lagbe a toujours fait piètre figure, n'a jamais dépassé les 8e même de finale. Alors pour une première fois, c'est inédit. Lagbe est allé en finale et moi je suis contente. Rendez-vous est pris pour la prochaine édition. On fait à présent le tour de l'actualité hors de nos frontières, une actualité essentiellement marquée par la mort du patron de Wagner, Evgeny Prigojine. La page Inter porte ce soir la signature de Fifame Atadeji Okounde. Une enquête est en cours en Russie sur l'accident d'avion qui a vraisemblablement provoqué la mort d'Evgeny Prigojine, patron du groupe paramilitaire Wagner devenu ennemi juré du Kremlin depuis sa rébellion fin juin. Aucun haut responsable russe n'a commenté l'événement. Le président russe Vladimir Poutine, qui considère le chef mercenaire comme un traître, n'a pas évoqué le sujet lors d'apparitions publiques mercredi soir et jeudi matin. Wagner, qui a quitté l'Ukraine après sa rébellion, reste très actif en Afrique et son avenir est en question après la mort présumée de son chef et de ses proches collaborateurs dans le crash. L'agence russe pour le transport aérien Rosavietsia a confirmé qu'Evgeny Prigojine se trouvait à bord de l'avion effectuant un vol entre Moscou et Saint-Pétersbourg qui s'est écrasé en début de soirée mercredi dans la région de Tver. Aucun des 7 passagers et 3 membres d'équipage n'a survécu.
Hostile à toute intervention militaire au Niger, l'Algérie poursuit ses efforts de médiation avec l'envoi ce jeudi du numéro 2 de sa diplomatie, Lounez Magraman, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Celui-ci a notamment rencontré le premier ministre nommé par le régime militaire de Niamey, Ali Mahaman Lamine Zeyn, en présence de plusieurs membres de son gouvernement dont le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et celui de la justice. Mercredi, c'est le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf qui avait entamé une tournée de discussion dans 3 pays de la CEDEAO. Il s'agit du Nigeria, du Bénin et du Ghana, sur mandat du président algérien pour des consultations sur la crise au Niger et les moyens d'y faire face. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur l'ORTB. Bonsoir chez vous.